Bonjour à tous et bienvenue dans la Taverne du Gamer. Je suis Kira, accompagné cette semaine, comme toujours, de Sid. Bonjour Sid, comment vas-tu ? Bonjour Kira, bonjour à toutes et à tous. Je suis aux anges, hein, tu te doutes. Journée spéciale pour moi. On enregistre le jeudi 5, le jour de la sortie de la Switch. Donc je suis allé avec mon petit cabas à la Fnac, aller chercher à l'ouverture du magasin la console que j'attendais tant. Donc la semaine prochaine, j'en parle plus en détail avec une chronique du jeu Welcome Tour, tu sais la démo payante. Voilà la démo payante, le fascicule, le livret d'explication de la console payant. La notice payante. Donc c'est ma chronique de la semaine prochaine et ça me donne l'occasion en même temps de parler des spécificités, ce que j'ai pensé de la machine et tout, donc ça va être plutôt cool. Mais sinon, j'ai été très comme on dit déjà, j'ai fait plein de choses cette semaine, le mot m'échappe. J'ai été très productif, voilà. J'ai platiné My Name is Mayo 3, donc toujours le jeu où on clique. Il n'y a pas de 4, hein, donc ça va, je m'arrêterai là. J'ai fini Onimusha 2 pour la deuxième fois. Et oui, j'aime beaucoup Onimusha 2. J'ai fait une session d'Assassin's Creed Shadow, une deuxième session. J'ai pas acheté le jeu, c'est chez un ami. En plus, a priori, ils l'ont enfin patché et tout ce qui est grimpette et tout, ça a été corrigé. C'est vraiment mieux. Vraiment, j'avais déjà des bons a priori quand j'avais testé la première fois. Et là, vraiment, j'ai trouvé ça hyper cool. Donc, je comprends qu'il plaise et qu'il ait son petit succès. Et j'ai fait une seule session d'Elden Ring Night Reigns, donc pareil, pas chez moi, parce que j'ai fait le choix de ne pas acheter le jeu, et je dirais pourquoi, mon cher Kira, parce que je crois qu'on va parler du jeu tout à l'heure, mais avant, tu vas nous dire quelle est ta semaine. Est-ce que tu as passé une bonne semaine ? Ah bah moi j'ai passé une bonne semaine, hein. J'ai joué qu'à Elden Ring, Night Reign du coup. J'ai fait que ça. Alors si, j'ai ponctué mes sessions en fait. Entre chaque session, j'ai regardé un John Wick pour aller voir Ballerina ce week-end. Donc là il me reste le 4e John Wick à voir, donc je pense que je le regarderai juste après l'enregistrement. Oui, c'est très cool, hein. Bon après disons que c'est très joli à regarder, le scénario il tient sur un timbre poste, hein, mais c'est très esthétique, il y a des putains de bonnes idées et tout, et ouais, globalement je passe un bon moment dessus. Et j'ai toujours eu envie de voir les John Wick, j'avais vu que le premier avec toi au ciné. Mais j'ai pas vu les autres, et je crois qu'ils en font une espèce d'univers étendu, enfin je sais pas, il y a un délire oui, derrière. Oui c'est ça, t'as 4 films, il y a une série télé, le Continental sur Amazon Prime, et il y a pas des comics aussi, des BD, je sais plus. Alors les comics je sais pas, et puis il y a un spin-off, la Ballerina, des comics, c'est possible, il y a eu un jeu vidéo en tout cas, un petit jeu indé sur John Wick, il y en a eu 2 même, je crois qu'il y a eu un John Wick Go, je crois de mémoire aussi, un jeu de Go version John Wick. Ah, je croyais que c'était comme Pokémon Go où t'allais récupérer des John Wick un peu partout. C'est un jeu de Go avec John Wick, tu sais, à un moment ils avaient fait Hitman Go et Tomb Raider Go, et je crois qu'ils ont dû faire la même avec John Wick de mémoire. Donc ouais, non, c'est plutôt cool. Et sinon, j'ai fait rien d'autre parce que j'étais pas tout le temps chez moi, donc forcément, ça nique quelques soirées quand même. Ah, et puis Elden Ring quand même. Et puis c'est un de tes GOTY ever de ta vie. Éclaté pas mal de soirées. Oui, il est dans mon top 2 de mes jeux préférés ever. Il alterne avec le top 1 en fonction des moments. Donne-nous le sommaire. Alors déjà, avant de donner le sommaire, quand même, comme d'habitude, comment on peut faire plaisir à la taverne ? Alors, pour faire plaisir à la taverne et surtout nous soutenir, et vous savez qu'on a besoin de vous, on est très écoutés, on a beaucoup de chance et merci à vous tous, mais on aimerait l'être toujours un peu plus, normal, donc on a besoin que vous partagez les épisodes et surtout que vous manipuliez avec nous les algorithmes pour nous faire remonter sur les applis de podcast, et ça 5 étoiles sur les applis de podcast, et on remontera davantage, et vous êtes très nombreux à nous avoir trouvé un peu par hasard en faisant des recherches tout bêtement dans la barre de recherche Spotify ou autre, et si on remonte, c'est grâce à vous, grâce à vos 5 étoiles, donc franchement allez-y, il n'y a rien de mieux pour nous aider. Et le sommaire direct, parce que l'introduction c'est vrai a été un peu longue, on va débriefer le State of Play, donc une seule actualité mais grosse quand même parce que elle ouvre un petit peu le bal du Summer Game Fest, donc on enregistre un peu avant le Summer Game Fest, donc ce sera plutôt pour la semaine prochaine le débrief des conférences. Après tu nous parles d'Elden Ring Night Reigns, donc le spin-off multijoueur, et enfin le hors-sujet qui est PTSD, donc une bande dessinée au label 619 toujours, donc je continue mon marathon sur le label, et voilà, j'en dis pas trop, j'allais commencer à faire ma chronique déjà, Kira, donc rien ne va plus. Je te redonne la parole. On enchaîne avec le générique et tu vas pouvoir te lâcher sur ta chronique.
nous a donné rendez-vous pour un state of play un peu sorti des hautes herbes, comme un ratata, comme tu aimes dire, Kira, et je te pique allègrement ton expression parce que je l'aime beaucoup. Donc c'est vrai, donc prévenu la veille pour le lendemain, donc ça perso, moi en termes de com, je suis pas trop fan non plus, j'aime bien prévoir à l'avance quand je dois bloquer une soirée pour regarder un state of play. Sachant que cette fois-ci, je l'ai regardé en direct. D'habitude, je fais plutôt replay le lendemain matin, donc là, je l'ai regardé en direct. Ouais, je l'ai regardé aussi en direct. Ouais. Il nous promettait un state of play de 40 minutes, qui a plutôt duré 50 d'ailleurs, axé sur plutôt les éditeurs tiers du monde entier. Donc la partie monde entier... Comme longtemps depuis Sony d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Mais surtout le monde entier qui m'étonne un peu parce que c'est très axé, je trouve, sur le Japon, et ça on pourra le dire. Enfin moi c'est dans les points forts sur la conférence, mais ça peut pas évidemment plaire à tout le monde. Donc 40 minutes, mais dans les faits plutôt 50. On avait à la louche, je dirais, je regarde mes notes un peu de loin comme ça, 25 jeux à peu près de présenter, et ponctué d'interventions de développeurs. Donc on en a eu pas mal, dont le grand Mizoguchi, donc ça c'était plutôt cool, qui a ouvert le bal d'ailleurs avec Lumines Arise, son dernier jeu, donc par le papa de Raze, donc éminemment connu et très très apprécié. Et donc Kira, je te propose, si tu es d'accord, parce que débriefer une conférence c'est toujours un peu long, donc nous on a notre petit format à nous, on fait notre petit top 3 en partant du 3 jusqu'au préféré, avec une petite mention aussi si on veut en citer une, et après on donne notre analyse de la conférence. Est-ce que ça te va ? Banco. Et je te propose même d'ouvrir le bal avec ta troisième annonce, présentation, bref, un petit peu ce que tu veux à nous dire. Voilà, quel est ton top 3 ? Alors, mon top 3, c'est Silent Hill. Que j'ai d'accord, tu l'as mis en 3. Voilà, que j'ai trouvé extrêmement cool. C'est très beau, je suis très très chaud, j'ai hâte d'y jouer. Ça a l'air un poil rigide après à voir ce que ça va donner manette en main. En tout cas, c'est tout ce que je voulais voir et on a vu enfin un petit peu de gameplay et cette ambiance a l'air dingue. Donc voilà, ils ont donné la date en plus, donc pareil pour moi ça sera Day One et j'ai très très hâte de poser mes petites mimines dessus. Des grosses paluches quoi. Des grosses paluches, et je crois que c'est prévu pour le 25 septembre, c'est pas lui qui est prévu 25 septembre tout à fait, donc c'est-à-dire normalement je vais enchaîner Metal Gear Delta et Silent Hill en un mois. Oui, parce que j'ai vu que sur le planning tu t'étais jeté et que tu l'as mis avant moi, donc tu me l'as shippé, espèce de shipper. Bah oui, parce que j'ai l'habitude, c'est vrai que tu mets toujours les bons jeux avant moi, donc là cette fois j'ai anticipé. Tu vois. Ça c'est la rigueur et tu me connais, mais bravo, et de toute façon tu me l'aurais demandé, je te l'aurais laissé parce que j'ai fait le dernier, le remaster, le remake, ouais. Je l'ai pas mis moi dans mon top 3, tu vois, parce que je me doutais que t'allais le mettre, et aussi parce que y a des jeux que j'ai préférés, mais par contre je te donne raison sur deux trucs, ça me paraît un poil rigide, mais finalement je me dis, en t'écoutant, ça colle avec l'ADN du truc. Bah ouais, mon Silent Hill 2 remake, j'ai dit que c'était un petit peu rigide aussi, bien que ce soit plus dynamique et tout. Et puis là tu as l'air de jouer une étudiante, donc c'est vrai qu'avec sa barre de fer à taper sur des monstres, forcément c'est pas une guerrière, donc voilà. Mais par contre la DA elle est ouf. Elle est vraiment incroyable. Donc ouais, ça promet vraiment. Je pense vraiment que c'était la bonne idée pour Konami de faire un Silent Hill qui change vraiment, qui est pas Silent Hill justement. Dans le Japon, c'est cool parce que les jeux qui sont au Japon, on le vend en poupe. Donc ouais, très bonne pioche. Mon numéro 3. Alors, va peut-être t'étonner, enfin, je sais pas si tu sais d'ailleurs que j'adore cette saga, mais c'est les Bloodstained. Donc, c'est par les gars l'ancienne équipe des Castlevania. Bloodstained, c'est un Castlevania. Et quand on voyait la présentation, c'était criant. Donc, avec cet univers très gothique, avec des pouvoirs magiques, en mode Metroidvania. Enfin, Metroidvania, c'est galvaudé de dire ça, puisque c'est Castlevania qui a créé presque le genre avec Metroid. Mais comme ça, cette vue de 2D où tu sais, tu vas te déplacer de gauche à droite, tu vas taper les monstres, tu vas gravir des... Carrément, du pur Metroidvania en 2D. C'est vraiment ma cam. Les Bloodstained, si vous les avez jamais fait, c'est du caviar si vous aimez les jeux Castlevania. Donc celui-ci s'appelle le Scarlet Engagement. Il est juste magnifique. Rien que pour les graphismes, regardez. C'est old school, mais en même temps, c'est hyper beau, fluide et tout. Donc ça me fait grave plaisir de voir ce titre revenir. Donc direct dans mon top 3, devant Silent Hill pour te dire. Donc ouais, vraiment, mais je te dis, j'adore vraiment ces jeux-là. Ton top 2, mon cher Kira. Alors dans mon top 2, je reste chez Konami, ça sera Metal Gear Delta. Tiens donc.
Ouais, c'est bizarre. Hein. Donc Metal Gear Delta que j'ai trouvé franchement super beau. On garde bien l'ADN du premier Metal Gear. C'est peut-être un poil, il y a peut-être pas de, ce petit grain de folie qui fait qu'on change totalement le jeu. On reste vraiment dans des terrains balisés. Là où j'ai été agréablement surpris, c'est sur la dernière image où on voit un moment Big Boss, tu sais, qui est collé au mur dans des feuilles, il récupère une grenouille et après il se met à plat ventre et il se transforme à moitié en tas de boue. Et a priori, ça serait des réminiscences de Metal Gear Online qui reviendrait, donc c'est-à-dire un mode multijoueur asymétrique, ce qui pourrait être très 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 cool. Donc je t'avoue, ça m'a mis encore plus la hype et j'ai hâte d'en voir plus. Et pas déçu alors du coup ? Oh, pas du tout, hein, vraiment. Parce que j'ai vu des fans un peu, bon, tout le monde peut. J'ai vu des gens chouiner un petit peu, tu sais que là, il y a des gens qui chouinent parce qu'ils trouvent que certains personnages ne sont pas assez sexy, et je comprends pas. Enfin, moi, surtout sur le personnage de The Boss ou quoi, mais bon, c'est une femme qui a vécu la guerre et qui est, on va dire, qui a un certain état d'esprit dans ce jeu, donc c'est normal que ce soit pas une bombe atomique, mais non, grosso modo, tout ce que j'ai vu, c'est très cool, c'est ce qui me plaît. Après, encore une fois, c'est un jeu qui a l'air d'être très, très, peut-être trop fidèle à l'original, donc voir ce qu'ils ont donné, si c'est juste une refonte graphique ou s'il y a de vraies mécaniques en plus, mais voilà, ce que j'ai vu me hype au plus haut point. C'est mon Metal Gear préféré, donc franchement tu manges bien toi cette année entre Mafia, Metal Gear, Silent Hill, tout ce que t'aimes. Ouais, c'est une belle année. C'est vrai. Pour l'instant, le début de l'année est un peu chiche pour moi, un peu calme, mais à partir du mois d'août là, bientôt là, ça va envoyer de la bûchette jusqu'à la fin de l'année. Mon top 2. Alors là, je pense que tu sais qu'il est dans mon top 2 parce que j'en parle souvent. Je me plaignais de pas voir d'image sur ce jeu. C'est Pragmata de chez Capcom. Bon, excuse-moi, je rigole parce que moi je te dirai après. Ah, c'est peut-être ta déception alors. C'est complètement ma déception. Ah mince. Et bah moi, écoute, je suis ultra chaud bouillant, je suis trop content, c'est la DA que j'aime. Ça m'a fait penser, tu vois, un mix entre Death Stranding et Vanquish, avec le personnage de Diana et tout. Et petite surprise, comme le jeu était vraiment presque inconnu au bataillon, on savait plus où il était, qu'ils annoncent un 2026, tu vois, presque moi je pensais que le projet était annulé, alors que non. Et ce que j'ai vu avec les pouvoirs télékinésistes, tout ça, enfin ça va vraiment brancher, c'est ma cam. Mais du coup, Kira, tu peux nous dire, voilà, la parole est libre, tu peux nous dire pourquoi ça a été ta déception. Alors pourquoi ? C'est un jeu aussi que j'attendais. Après, comme beaucoup de jeux Capcom, la DA, je la trouve hyper générique. Tu l'as dit, ça ressemble à du Vanquish Wish en fait, donc je trouve ça assez vilain et même au niveau du gameplay, ça a l'air d'être encore une fois très générique et un peu mou du cul. Et ouais, la gamine, bon a priori c'est un robot, mais elle a pas l'air super super expressive et j'ai été refroidi d'un coup, tu vois. Pourtant quand j'ai vu le Pragmata arriver, je fais wow, trop bien, et puis j'ai vu le jeu, je fais tu vois. Ah ouais, mince. Et au final ça m'a fait penser, tu sais, à ce jeu atroce de chez Capcom là, avec des dinosaures et des exosquelettes. Ah oui, ouais, je te trouve un peu dur quand même, mais je vois de quel jeu tu parles, c'est on l'a tous oublié ce jeu-là, je pense. Ouais, qui arrivait Day One sur le Game Pass, tu m'étonnes. Et en fait, ça m'a fait penser à ça. J'ai même eu l'impression qu'ils ont réutilisé des assets de ce jeu-là pour la combinaison de son personnage et ses mobs. Donc et pourtant j'adore la SF, j'aime bien ce qui se passe dans l'espace et tout, ça fait partie de mes styles préférés. Mais là, vraiment, ça c'est ma grosse déception. Eh ben. Moi, j'y vois un très gros avantage, Kira, c'est que je peux le mettre dans le planning tranquille. On sera pas en train de se bouffer le nez pour le faire. 10 fois. Voilà, tu vois, comme ça, exactement. Et là, c'est un avantage. Hein. Mais en tout cas, moi, je suis chaud bouillant. J'ai vraiment hâte. Peut-être que je me tromperai d'ailleurs, mais non, je sais pas. Je l'attends beaucoup, donc attendons de voir. Et on en est au top 1 déjà. On en est déjà au top 1, tout à fait. Et ben je pense. Ah si, je sais ce que tu. C'est ce que j'ai choisi, c'est obligé. Bien sûr. Donc James Bond, First Light. 007. Ouais. Voilà, donc IO Interactive, un de mes studios préférés. Ce que j'ai vu, c'est un TPS à la Uncharted, c'est exactement ce que je voulais pour James Bond. J'avais un peu de mal en voyant la tête de James, qui ressemble beaucoup à l'acteur Patrick Gibson qui joue dans Dexter Original Sin. Mm-hmm. Et en fait, sachant que c'est un James Bond plus jeune, qui n'a pas encore son matricule 00, et on va suivre sa première mission, qui permettra d'avoir ce fameux matricule, et bah du coup je suis chaud, ça me tente bien. J'ai même publié sur Twitter et sur Facebook un comparatif en fait d'un croquis d'Ian Fleming qui représente James Bond dans les romans,
et une photo de ce James Bond du jeu de IO Interactive, et tu lui rajoutes 30 ans, il a vraiment la même gueule en fait. Donc au final, je suis hyper chaud et hyper conquis par ce que j'ai vu, et ça va être long d'attendre. 2026 du coup, sans plus de détails, mais pareil, on a une fenêtre, ce qui est plutôt agréable, parce qu'on l'a pas vu venir vraiment le jeu est arrivé un peu comme ça, on sait qu'il arrive bientôt entre guillemets. Ouais, ils étaient censés le présenter le 6, donc c'est pour ça, pour le coup, je m'y attendais pas, mais quand j'ai vu IO, je fais oh putain, c'est James Bond. Ouais, puis c'est chouette qu'ils aient eu la petite exclue de com PlayStation, donc beau move là-dessus. C'est pas dans le One More Thing, c'est 3 crans avant, mais ça fait un final assez cool. Et du coup, moi je connais pas grand chose des James Bond, mais je me dis que c'est bien, quand j'ai vu l'acteur, quand j'ai vu le personnage, je me suis dit que c'est bien qu'il ressemble à aucun autre en soi, aucun autre James Bond, parce que chaque James Bond, chaque arc dans un James Bond, c'est un peu ça, c'est un acteur quand même assez différent, on peut le dire, et je me dis que ça s'intègre bien là-dedans, et qu'on pourra le voir peut-être sur 3-4 jeux, et ça fera comme un cycle des films, et je trouve ça plutôt cohérent. Mais sinon, c'est pas ma cam, j'ai pas fait les Uncharted, j'ai pas fait tout ça. Moi, ça me passe très loin au-dessus de la tête. Mon top 1, Kira, c'est des bouillies de pixels, mais des très beaux pixels. C'est une licence que je déteste, je suis sûr. Je sais pas, après détester, c'est un mot fort. Ah oui, Tactics. C'est Final Fantasy. Donc c'est une licence que je déteste. C'est un mot un peu fort, mais Final Fantasy Tactics Ivalice Chronicle, je savais exactement. Que et en plus, il sort le jour de mon anniversaire, le 30 septembre. C'est assez ouf quand même. Donc c'est un de mes tactical RPG, parce que c'est pas un RPG, un JRPG comme les autres Final Fantasy, c'est un tactical plus comme Tactics Ogre, un des tout premiers jeux que j'ai chroniqué à la taverne du gamer. J'aime énormément ce style de jeu. FF Tactics, la version GBA est un pur chef-d'œuvre. La version PSP que j'ai, je l'adore. J'espère juste qu'ils vont le localiser. En plus, non c'est une bonne question. C'est ce que j'ai cru lire. La version GBA est en français, la version PSP ne l'est pas, donc j'ai pas réussi encore à démêler le vrai du faux. Quoi qu'il arrive, je l'achèterai. Il n'y a pas de raison. Surtout que c'était quand même assez attendu, donc. Moi je suis. En fait, l'intrigue est géniale, les persos sont géniaux, le monde d'Ivalice est très bien, surtout si vous aimez Vagrant Story. Donc vraiment du caviar. Ta mention, Kira? Alors ma mention, c'est un jeu que j'ai jamais entendu parler et que je n'attendais pas du tout, mais je t'avoue, la bande-annonce m'a beaucoup plu, particulièrement dans sa direction artistique. Ça s'appelle Sea of Remnant. Ah oui, d'accord. C'est ce jeu de pirate avec des personnages qui ressemblent à des poupées en bois. Oui, c'est vrai, des Pinocchio à moitié. Mais... Ça a l'air d'être un RPG au tour par tour, parce qu'au niveau du système de combat, j'ai vu quelques réminiscences de Clair-Obscur, où on avait vraiment la ligne d'ennemis en face et il y avait des chiffres qui apparaissaient. Ça a l'air très joli, avec un système de bateau, donc comme dans Assassin's Creed Black Flag ou dans Pirate Yakuza. C'est tout ce que j'aime, hein. Moi j'adore tout ce qui est univers de la piraterie, la mythologie des pirates, tu sais, les sirènes, les choses comme ça, donc c'est vraiment mon délire. Et du coup, oui, ils ont piqué ma curiosité très fortement. Mais tu sais que quand j'ai vu, alors j'ai pensé à toi direct, mais parce que j'ai cru d'abord que c'était un Monkey Island. Je sais pas pourquoi en 3D et tout, ça m'a fait. Au niveau de la patine du visage des personnages, il y a un côté très anguleux à la Monkey Island en fait. Et même c'est la piraterie très colorée, tu vois, très. Pour comme moi, pas Sea of Thieves, mais Sea of Thieves, comme dans Sea of Thieves, hein, le côté un peu cartoon et coloré. Et c'est exactement ce que je recherche, quelque chose de dépaysant. J'en ai marre en ce moment de voir beaucoup de jeux typés très Japon, même si j'adore le Medieval Fantasy, de voir l'éternel Medieval Fantasy, des choses comme ça. Là, de voir quelque chose de différent, de coloré, d'un peu plus joyeux, ça me sauce beaucoup. Ma mention à moi, il y en a eu plusieurs, j'ai hésité entre Nioh 3, Astro encore, il rajoute des challenges et tout, je trouve ça cool, enfin il y a une belle continuité sur le jeu, ouais. Mais en fait, j'ai choisi un titre dont je me fous complètement. Mais c'est une mention parce que je trouve que ça a été une belle mise en visibilité qui est presque étonnante de finir sur un One More Thing où c'est un jeu de combat, et je sais que la scène des jeux de combat a été assez flattée par ça, j'ai vu pas mal de commentaires là-dessus. Donc c'est Marvel Token Fighting Souls, donc du très grand studio en plus, Arc System Works, donc qui ont fait Dragon Ball Z, Fighter Z, le jeu Hunter x Hunter là qui est sorti récemment.
ou les BlazBlue exactement, ou les Guilty Gear aussi qui sont exceptionnels. Et donc d'ailleurs PlayStation va commercialiser un stick arcade, donc pareil, ça arrive en milieu de conf, on se dit pourquoi, enfin c'est bizarre, enfin c'était amené étonnamment, mais c'est parce qu'il y avait ce One More Thing. Donc c'est un PS Studio en plus, donc c'est vraiment PlayStation qui a investi dedans, qui finance, qui édite et qui communique autour. Donc déjà c'est un PS Studio qu'on n'avait pas vu venir, et sur la scène du jeu de combat, ça montre une volonté, je trouve, de faire peut-être du compétitif en combat, de se lancer sur ce créneau-là, et je trouve que, enfin, si tu veux, je trouve que ça a apporté une diversité assez étonnante, surtout qu'ils en ont fait un petit making of à la fin et tout, avec une belle mise en visibilité des développeurs. Donc ça me parle pas, je ne suis pas client, mais je me suis mis dans la peau d'un fan de combat et j'ai dit ok, cool, et voilà pourquoi je le mettais moi en mention. Moi, je vais me mettre un peu dans la peau d'un fan de Marvel. J'ai trouvé le chara-design très moche des personnages. Ce côté très japonisant ne s'y est pas forcément au BD Marvel. Rien que d'entendre Captain America parler en japonais, ça me fait bizarre. C'est Captain America, quoi, tu vois. Ça, j'ai trouvé le Iron Man avec cet effet un peu méca à la Gundam, avec son V sur la tête. Très ça fait hyper Sentai et tout, Tokusatsu. Moi, j'aime beaucoup le design. Et toi, je veux dire, on était dans le canapé avec mon pote, on était en train de regarder, on voit Arc System Works, on était chaud, on voit le bouclier de Captain, on se dit putain trop bien et tout, et quand on a vu les personnages, moi je t'avoue j'ai fait un gros ascenseur émotionnel, donc je pense pas le faire. C'est cool comme tu dis pour le côté compétitif et jeu de combat qui est mis en avant, c'est une bonne idée, mais vraiment le design pour le coup est vraiment trop japonais. Et écoute, veux-tu enchaîner sur la petite analyse de fin avant que je conclue? Je pense qu'on a dit alors c'était mieux que le précédent. Pour moi, il y a encore un peu trop d'annonces et de bandes-annonces qui passent dans tous les sens. Donc, il y avait pour tout le monde, pour tous les goûts, il y avait de quoi manger, comme on dit. C'était peut-être un peu trop frénétique, donc on n'a pas vraiment le temps de s'arrêter sur certaines bandes-annonces. Moi, contrairement à toi, le côté un peu trop japonisant m'a gêné, parce que c'est pas ce que je recherche dans le jeu vidéo. Je sais que j'en ai un peu marre de voir le même type de chara-design sur beaucoup de jeux et de personnages. Ce qui m'a fait plaisir, c'est que pour une fois on n'a pas vu des Souls-like dans tous les sens, donc ça c'était cool. Je me suis dit peut-être que ça y est, peut-être que tous les Souls-like qui ont été développés commencent à sortir, et donc du coup ça se détend un peu. Après il n'y a pas eu de Death Stranding, le jeu il sort dans moins d'un mois, donc peut-être il y a une conf de Death Stranding dimanche, elle est déjà annoncée, elle est c'est logique du coup. Oui, c'est logique, donc ok. Après encore une fois ça reste du state of play. C'était on va dire tu vois, si je devais le noter sur 10, j'aurais mis un petit 5 sur 10, tu vois, ça faisait le taf, mais c'était pas incroyable. Et par contre, j'ai trouvé quand même que la présentation du Marvel était un poil longue au final, c'était intéressant, j'aime bien tout ce qui est making of, mais que c'était un poil long pour une fin de conférence. Eh ben, je vais te rejoindre sur certains points. Je suis en désaccord pour d'autres parce que moi, évidemment, faire un tunnel, le premier tiers de la conf avec que des jeux japonais, du Digimon, du FF, du Bloodstained, du Romeo is Dead Man, on n'en a même pas parlé avec sortie Suda 41, Pragmata, Lumi. Enfin, ça, c'est finalement ce qui fait aussi notre diversité. Ça, c'est ma cam. C'est vraiment, je suis en plein dans mon univers et tout. Donc moi, j'ai adoré ce premier tiers. J'ai trouvé le deuxième tiers assez ventre mou quand on était justement plus dans du Metal Gear, plus dans tout ça. Moi, ça m'intéresse assez moins pour le coup. Un One More Thing jeu de combat, je trouve ça varié, c'est cool, mais bon, c'est pas un One More Thing qui m'a transporté. Donc là, moi, j'étais sur la fin un peu déçu du final. J'étais déçu de Ghost of Yotei, pardon. Donc ils vont en consacrer un State of Play, un truc. Donc c'est très bien, normal, en juillet, mais le teasing il a donné envie de dingue, mais il s'est fini quand même très vite, donc ça m'a fait un petit effet déceptif en fait sur le Ghost of Yotei. C'est dommage, mais je doute pas que ce sera très bien. Donc moi je dirais une conf assez moyenne. Donc tu vois, quand tu dis 5, moi je taperais peut-être plus sur 6, parce que quand même il y a des jeux de ouf que j'attends et je suis très content, mais c'est parce que c'est des jeux qui me parlent vraiment à moi dans ma sensibilité. Mais par contre, ce que je note en termes d'analyse, et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que enfin PlayStation a amorcé cette transformation. On n'a plus des jeux à service occidentaux d'ailleurs qui ont ni queue ni tête et qui intéressent personne. En veux-tu, en voilà. On a un virage vers le Japon et vers l'Asie, mais c'est parce qu'aujourd'hui le marché est davantage là-bas, aux États-Unis, avec du Marvel. Donc c'est vrai qu'il s'adresse peut-être moins à nous, mais en tout cas c'est un PlayStation qui se transforme, qui pour moi va
quand même dans le bon sens. On attend par contre évidemment davantage de PS Studio, etc. Des exclus quoi, parce que là c'est quand même non, même pas exclus, hyper chiche quoi. Non, mais des jeux PlayStation Studio quoi. Les jeux, on a vu du Ghost of Yotei pendant 30 secondes, on a vu du Astro, on le connaît, mais à part ça, des jeux PlayStation Studio, c'est quand même la disette en ce moment. Oui et non, parce que eux ils ont leur calendrier à court terme, et c'est ça. Ça pour moi c'est un des points positifs, c'est qu'on a enfin des confs, et Xbox s'aligne là-dessus et c'est très bien aussi, et Nintendo le fait. Je pense que les gros constructeurs sont dans la bonne dynamique de faire du court-termiste, de faire des jeux. Alors c'est bien le court terme, mais quand t'as eu des choses à manger pendant quelques temps, là c'est pas vraiment le cas. Il y a quand même beaucoup de jeux, je sais pas, mais cette année, tu vois, ils ont quand même, il y a Death Stranding qui arrive, ils ont leur marathon fin d'année, il y a Ghost of Yotei, il y a quand même il y a du gros jeu qui est prévu cette année. Moi, tu vois, ça me suffit. En tout cas, j'ai pas besoin de baigner dans 50, tu vois, PS Studio pour être satisfait. Mais malgré tout, je dis comme toi, j'aimerais bien en voir un peu plus. Donc là, on a eu les surprises du Marvel, mais voilà, j'ai envie d'en voir un peu plus comme toi. Après, ce qui est bien, par contre, c'est que par rapport au Marvel, c'est qu'il passe sur un jeu peut-être avec un budget moindre, ce qui est bien aussi, parce que ça mine de rien, ça évite la profusion de triple ou quadruple A qui prennent du temps à être développés, et au final on peut te faire une surprise, le jeu arrive bientôt, et tu vois. Donc ça c'est aussi intéressant, et j'espère qu'ils vont davantage s'orienter vers ce style. Oui, parce que le PS Studio, tu l'as dit le dernier, tu l'as pas dit mais tu m'y fais penser, parce que moi je l'ai pas dit, c'est 2026 le Marvel, donc c'est vrai que pareil, tu vois, on découvre un PS Studio, il arrive l'année prochaine. Et c'est ce que je m'étais noté en conclusion, c'est que c'était une conférence à taille humaine, pas grandiloquente, mais par contre avec des jeux à taille humaine. Tu vois, c'est pour ça que je dis qu'il y a ce changement de paradigme quand même de stratégie qui pour moi va dans le bon sens, mais pas que pour PlayStation, dans l'industrie. Je pense on pense tous les deux pareil, qu'il faut se calmer dans les très gros AAA. Et ça, c'en était un petit peu, la représentation, je trouve. Du coup, c'est la fin de ce petit débrief du State of Play. On va attaquer le gros morceau parce que j'ai pas mal de choses à dire. On va parler de Elden Ring Night Rain, un jeu qui vient de sortir. Donc avant, je vous ai sélectionné une petite musique de la BO qui est toujours excellente. Ça, les BO From Software ont toujours été incroyables. Donc là, on est vraiment toujours dans le même délire. Et je vous reprends juste après. Parlons donc de Elden Ring Night Rain. Donc c'est le dernier jeu développé par From Software. Il est sorti le 30 mai 2025 sur PC, Xbox et PlayStation 5. Donc contrairement à son prédécesseur, ce titre adopte une approche multijoueur coopérative où les joueurs doivent survivre on va dire à la fameuse grande nuit et affronter des boss redoutables. Donc ce test va explorer les différentes facettes du jeu, de son concept à son gameplay, et en passant par son histoire et bien sûr quelques classes de personnages, tout en restant bien sûr exhaustif. Je vais pas vous faire un glossaire complet, faut pas déconner. Donc comme je le disais tout à l'heure, Night Rain, je l'appelais comme ça serait plus simple, c'est un spin-off d'Elden Ring qui se concentre sur une expérience full multi. On va devoir former des groupes de 3 joueurs pour affronter des ennemis dans un monde où la nuit est synonyme de danger. Le jeu introduit des mécaniques de survie où il faut récupérer des ressources et se préparer à affronter le boss final, donc le Night Lord. Contrairement à Elden Ring qui privilégie l'exploration et la progression individuelle, Night Rain, lui, mise vraiment sur la coopération et la stratégie. Comme moi, quand ils ont annoncé Night Rain, ça a été une surprise. From Software l'a d'ailleurs révélé, si je me souviens bien, lors des Game Awards en décembre 2024. Donc c'était, c'est vrai, c'était il n'y a pas si longtemps que ça au final. Le studio voulait proposer une nouvelle approche du gameplay Souls-like en intégrant des éléments de roguelike et de Battle Royale. Alors Battle Royale, oui et non, j'expliquerai tout à l'heure, mais c'est plus pour le côté de ces zones qui se réduit au fur et à mesure. Oui, et puis le lancement aussi quand même qui fait très Fortnite. Tu lances une partie, t'as l'impression d'être dans Fortnite quand tu
tu voles accroché au-dessus sur de ta un main. aigle, Ouais, et voilà. on est balancé sur la map. Contrairement à Fortnite, je crois, où on peut choisir où on atterrit, là c'est pas le cas. Là vraiment on nous balance à un endroit bien spécifique de la map. Et ce développement a été marqué par une volonté d'expérimentation avec une structure de jeu quand même radicalement différente. Je vais commencer déjà par l'histoire quand même. Donc l'histoire de Night Rain se déroule dans une seule et unique zone qui est plus restreinte que Elden Ring. Donc c'est la zone Limveld, c'est comme ça qu'elle s'appelle, c'est le théâtre des événements du jeu, une zone avec des environnements assez variés, quoique, j'en parlerai tout à l'heure, et des mécaniques évolutives. Donc elle comprend des lieux emblématiques de tout ce qui est Souls-like, donc on a des forts, des volcans, des églises, cimes, des des mines. forêts, voilà, des villes, des églises, voilà, le classique. Ce sont des zones qui peuvent changer au fil des parties, où on va incarner donc des aventuriers, on va chercher, comme je disais tout à l'heure, à vaincre le Night Lord. On va suivre un cycle de 3 jours et 3 nuits, où tous les joueurs vont devoir arpenter cette zone et affronter des ennemis, donc allant du simple mob à des boss, avant d'affronter bien sûr le boss final. Ils sont 8 au total, donc il y a 8 boss en tout. Et contrairement à Elden Ring, ici on mise sur une progression vraiment très rapide et très rythmée. Et c'est ce qui fait vraiment la différence d'Elden Ring, où on se baladait, c'était très contemplatif. Là on est sur quelque chose qui est quand même beaucoup plus frénétique. Et si je devais résumer vraiment une partie de Night Rain, c'est vraiment le côté optimisation du temps. Tu vois, on va devoir rusher à certains endroits, donc aller affronter le plus de mobs possible et essayer de débusquer les boss dans la map pour récupérer un maximum de runes. Ces runes nous permettront de monter de niveau, donc au niveau des feux de camp. On va devoir récupérer du loot aussi, et le loot c'est pareil, il va falloir adapter le loot en fonction des ennemis qu'on va avoir, et donc du coup ça nous oblige à improviser énormément, ce qui n'est pas le cas justement dans Elden Ring où les combats sont davantage préparés. Ouais, c'est tout à fait ça, et t'as mis les pieds dedans direct, c'est vraiment ce que je n'aime pas dans le jeu, et ce qui m'a fait renoncer à mon achat, et aussi parce que j'avais pas 100 heures de jeu à mettre dessus, mais c'est qu'en fait ils ont complètement pas forcément inversé, 100 heures à mettre dessus. Ouais, ils ont complètement inversé le paradigme du jeu, où on est sur de l'exploration, de la contemplation, où c'est un chemin en fait. Elden Ring, les Souls, c'est vraiment un chemin de vie, un chemin de jeu, que là en effet ils ont rajouté une nouvelle ressource dans le jeu qui est vraiment le temps, qui t'oblige à faire tout le temps des choix, et ça je trouve que ça dénature complètement, à mon sens, c'est vraiment un avis personnel, et ça n'engage que moi, et je suis pas allé aussi loin que toi, loin de là dans le jeu, mais moi ça dénature vraiment mon expérience, parce que j'aime dans les Dark Souls, et c'est pas lié à Elden Ring, c'est ce côté prendre son temps, ce côté lourd. Là tu peux faire des wall jumps, tu peux faire des doubles sauts, tu peux courir, etc. Tu peux sauter d'une montagne. Et j'aime pas quand un jeu instaure justement la gestion du temps comme ressource, parce que j'aime bien le maîtriser, et donc ça c'est propre encore une fois à chacun, mais tu l'as très bien dit, et ils ont c'est une volonté de changer complètement leur paradigme de jeu, et ça plaira comme... Exactement, je suis d'accord avec toi, c'est quelque chose qui m'a fait bizarre au début, mais il y a des petites subtilités en fait disséminées dans le gameplay qui fait que ça devient quand même très addictif au fur et à mesure des parties qu'on va faire, parce qu'il y a toujours cette volonté à avoir la meilleure run, optimiser au maximum son stuff, et surtout il y a la coopération est un élément qui est tellement important en fait qu'il va falloir également la gérer. Tu vois, la coopération, on peut dire que c'est même une ressource dans le jeu, parce qu'on ne sait pas avec qui on joue. Enfin, en tout cas moi j'ai fait que des parties avec des gens que je ne connaissais pas, avec des randoms comme je dis, et du coup c'est vrai que ça m'oblige aussi à les observer et à réagir très très rapidement. Ouais, et en plus je crois, la communication est primordiale, et pareil, peut-être que le jeu est sorti un peu trop tôt, mais ils n'ont pas leur canal de communication in-game, alors que vocal c'est hyper important quand même, et pas de cross-platform. Tu me diras, Kira, si je dis des bêtises. Je vais déjà répondre pour la partie qui n'a pas de canal. Pour moi ça fait partie des bons points du jeu en fait, et je me demande si c'est pas une volonté, parce qu'on est obligé d'observer vraiment les personnes, comment elles vont jouer en fait, et il y a toujours cette possibilité en fait de voir est-ce que en fait on va devoir réagir à l'instinct. Donc là on a aussi ce côté dans le brouhaha de l'action en fait, on va pas avoir la possibilité de communiquer, mais on va devoir observer et réagir très très rapidement, et c'est ce qui fait que c'est super intéressant en fait, parce que du coup ça nous oblige à improviser, et ça nous oblige toujours à être au taquet en fait sur sa façon d'avancer. Mes premières runs, quand je suis arrivé, j'ai rien bité, vraiment ma première partie, j'ai dit tiens je vais commencer, j'ai pris la sorcière, je me suis dit du combat à distance c'est très bien pour commencer, et je suivais les deux gars qui étaient sur la map, qui avaient l'air de connaître mieux que moi, et puis qui avançaient au fur et à mesure. Et c'est vrai que par mimétisme en fait, je me suis imprégné de leur façon de jouer en fait, pour faire quelque chose d'assez équivalent, et du coup pour on va dire orienter
orienter mes parties de la même manière. Et là maintenant que je maîtrise suffisamment le jeu, j'ai remarqué que j'ai avec moi des personnes qui sont peut-être moins avancées que moi, et du coup c'est moi qui prends le lead par rapport à ce que j'ai appris dans les runs d'avant en fait. Donc il y a un effet de transmission de skill qui est super intéressant, parce que du coup ça passe pas par la voix, ça passe vraiment par le gameplay pur, comme tous les Souls-like en fait. Ça passe vraiment par le gameplay plus que par la narration. Ben là c'est pareil. Okay. Le déroulement d'une partie, donc avant de commencer, on va sélectionner le personnage, donc parmi 8 classes disponibles, chacune ayant des compétences uniques et 2 pouvoirs chacun, donc on va dire un gros pouvoir super balèze, et un autre c'est plus une feature, on va dire. Ensuite, on va devoir planifier l'expédition, donc pour ça, on va être lâché donc dans le monde ouvert, donc fortement hostile, hein, bien sûr, on reste dans un Souls-like. De là, on va explorer des points d'intérêt pour récupérer des armes, des potions, des améliorations, etc. Chaque zone contient ses ennemis différents qui lâchent donc des fragments d'âme, ce que je disais tout à l'heure, et qui permet de monter les niveaux. Il y a des sites de grâce, donc toujours, comme dans Elden Ring, il y en a plus. Mais ce qui est bien, c'est le fait d'être parachuté à dos d'aigle comme ça, c'est qu'on peut observer à l'avance où se trouvent les églises sur la map. On va peut-être voir des points lumineux qui vont nous dire, tiens, il y a un site de grâce à cet endroit-là. Et donc ça permet de planifier déjà son exploration dès son arrivée sur la map, en fait. C'est-à-dire, on n'a pas encore touché le sol, on va se dire, tiens, il y a une église à gauche, on va y aller. Parce que c'est dans les églises qu'on va trouver les fameuses fioles, qui nous permettent d'avoir plus de fioles de soins. Et donc, le courir d'église en église est devenu primordial dans ce jeu. Ouais. Lorsque la nuit avance, donc un cercle de pluie et de feu donc commence à se refermer sur la carte, ce qui nous force à nous regrouper vers le centre. Pourquoi ? Parce qu'au centre de la carte, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un boss donc qui nous attend donc en fin de journée. On va devoir donc le péter. La nuit aussi, les ennemis deviennent plus agressifs et lâchent plus de runes, et donc il est vraiment impératif de coopérer pour survivre. Donc on a un petit timer qui apparaît avec un gong qui nous dit que la map va se réduire, mais c'est pas une map à la Fortnite en fait, tu sais, où ça va réduire et puis après on va quand même pouvoir aller se balader à droite à gauche. Là c'est quand même assez rapide, et une fois que c'est fait, on va se retrouver dans une zone très très limitée avec un boss comme une sorte de grosse arène en fait, et ça va être à nous de gérer et d'utiliser à bon escient tout ce qu'on a appris dans la journée d'avant. Ouais, c'est vraiment, ça ressemble moi plus même à Fortnite, c'est PUBG en fait, hein. C'est le jeu, ça ressemble plus à du PUBG dans le genre. PUBG complètement, avec sans le côté brouillard, le brouillard. Ouais, exactement, c'est du PVE en fait. C'est PVPVE, ce qu'ils expliquaient, ce que Miyazaki expliquait d'ailleurs dans un Creator's Voice pour Duskblood, leur jeu là qui sort l'année prochaine, exclusif sur Switch, qui est un peu dans le même délire justement, mais ce côté PUBG-esque pour le Souls, là où je trouve ça un peu antinomique quand même avec ce qu'est un jeu From Software, c'est, tu vois, tu ouvres un coffre et t'as tout le loot qui arrive, tu vois les armes transparentes un peu partout. Ça donne un peu le sentiment quand même de la loot box qu'ils ont. Bah ouais, ils ont Fortniteisé quand même un peu Elden Ring, surtout sur cet aspect-là où je pense qu'ils auraient pu quand même mieux faire, tu vois, toutes les armes un peu moches, fantomatiques là qui apparaissent au sol et tout. Ça, ouais, je sais pas, c'était spécial, bizarre. C'est vrai que c'est pas super esthétique, mais ça permet aussi d'avoir un visuel direct sur le type d'arme qui apparaît, parce qu'une fois qu'on prend l'arme, c'est visuel. Elle n'est pas disponible pour le voisin. Et le fait qu'on soit 3 et qu'on communique pas, en fait, si admettons je combats et qu'un de mes collègues est un mage et a besoin de bâton, si je vois un bâton magique, je sais clairement que ça va plus s'orienter pour lui, même si on peut utiliser tout type d'arme, hein. C'est ça qui est intéressant. Souvent moi j'utilise une épée d'un côté et de l'autre côté j'ai un arc, ce qui va me permettre d'alterner, on va dire, en fonction de mon état de santé. Mais ça permet aussi de se dire, ça c'est peut-être plus pour mon voisin plutôt que pour moi en fait. Donc disons que c'est justifié par le temps qui passe, mais c'est vrai que c'est pas super joli esthétiquement. Ouais. Donc une fois qu'on a vaincu les fameux boss, donc on va trouver plein de boss majeurs en cours de jeu. À la fin de la nuit, de la journée, et au début de la nuit, on va avoir un gros boss à battre. Ça déclenche la deuxième journée. Et dès qu'on a vaincu le boss de la deuxième journée, donc ils sont de plus en plus coriaces, hein, c'est normal. Là, on va aller affronter le fameux Seigneur de la Nuit. Donc pour affronter le Seigneur de la Nuit, on va arriver sur une espèce de grande map, en fait, derrière une grande porte. Ça m'a fait penser à Full Metal Alchemist Brotherhood d'ailleurs.
Et une fois qu'on traverse cette porte, on se retrouve face à ce boss, et là, on est vraiment dans du pur Souls, c'est-à-dire des boss gigantesques avec des patterns de ouf. Donc même si à ce côté... Ça, on aime. Ça, c'est ce qu'on aime. Ça, on aime, tout à fait. Même si on est plusieurs, ça veut pas dire que c'est plus facile, justement, parce qu'il y a aussi le côté, il faut gérer avec ses collègues, et ses collègues aussi, celui qu'il y en a un qui tombe par terre, il faut le réanimer, pour ça il faut lui tirer dessus ou le frapper. Mais le problème, c'est quand il est couché par terre, souvent le boss va soit te charger, soit essayer de squatter pas loin, parce qu'il sait que tu vas arriver. Et donc au final, un personnage qui tombe, ça peut être très très pénalisant, parce que déjà ça va être plus dur encore après, mais surtout t'es obligé de baisser ta garde pour pouvoir aller l'aider en fait. Et plus il va tomber, plus ça va être long pour le respawn. Tu sais, il y a des systèmes de petits arcs de cercle, donc c'est en 3 tiers. Donc la première fois il va tomber, on va avoir 1 tiers d'un cercle, la deuxième fois il y aura 2 tiers de cercle à lui enlever, et la troisième fois il y a 3 tiers de cercle à lui enlever en fait. Et ça jusqu'à la fin, donc forcément c'est plus ça c'est très bien, ça je trouve ça très bien. Moi j'ai trouvé des combines, c'est-à-dire j'ai tu sais, par exemple tu vas avoir des gros coups spéciaux, les coups spéciaux je les utilise pas forcément contre les boss, je les utilise souvent quand mes collègues sont couchés par terre, parce qu'en faisant ça je leur balance tellement de dégâts d'un coup que je les réveille très très vite en fait. Et donc du coup ça permet justement de continuer, donc au final le coup spécial c'est super bien parce que ça peut faire beaucoup de dégâts à ton adversaire, mais vaut mieux avoir ses 2 collègues frais pour pouvoir lui en mettre davantage plutôt que d'utiliser tout comme ça. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut observer les autres. Si t'as un de tes collègues qui est par terre, tu regardes un peu comment réagit l'autre. Si tu vois que l'autre il va se diriger vers ton collègue pour aller le soigner, qu'est-ce que tu fais toi? Tu vas attaquer le boss pour prendre tout l'aggro, tu vois. Et ça aussi c'est super intéressant parce qu'encore une fois ça t'oblige à être réactif. Si tu vois que le mec il va pas forcément, il est en train de tirer sur l'ennemi, tu dis je vais aller soigner mon collègue, et derrière c'est lui qui va prendre l'aggro. Donc il y a ce côté passage de flambeau, mais de façon très très naturelle. C'est la bonne idée du jeu, ce système de redonner de la vie à ses coéquipiers en leur tapant dessus. C'est rester toujours dans l'action, tu vois, là où d'habitude tu te mettrais à côté de ton personnage, ça casse l'action, tu t'appuierais sur une autre touche pour le soigner ou faire quelque chose. Là non, tu tapes, tu passes ton temps à taper, et ça par contre je trouve que c'est bien, ça colle avec le côté hyper nerveux et tout. Ouais non vraiment c'est pour ça. Tu fais mal à ton pote pour le réveiller, normal. Ça j'ai trouvé vraiment que c'était la super bonne idée du jeu. C'est malin. Alors bien sûr, quand on bat les seigneurs de la nuit, on va récupérer du loot. Ce loot, c'est des récompenses comme des runes qu'on va réutiliser sur les prochaines parties. Donc on a moyen de faire des combos, ce qui va augmenter les stats de nos personnages, parce qu'à chaque partie, on repart à 0, donc avec un stuff de base, avec des compétences de base. Et ces runes-là, ça va être les seules choses que tu vas emmener d'une partie à une autre. Vas-y. Alors chaque session dure environ entre 30 et 45 minutes en fonction du skill. La difficulté reste quand même exigeante, comme tous les Souls. Il est nécessaire d'avoir une bonne coordination, une stratégie quand même bien pensée avec des personnages complémentaires. Après, tu peux avoir 2 archers et un tank, c'est pas gênant, mais c'est vrai que si tu vas te retrouver avec 3 archers dans la partie, tout de suite ça peut être aussi contraignant. Donc juste avant de choisir tes persos, t'as le logo des autres personnages et tu vois un peu ce qu'ils ont choisi. Donc ça t'oblige aussi à changer de personnage et à adapter ton jeu en fonction des coéquipiers que tu vas avoir. Ouais, ça fait un peu de variété quand même. C'est ça, tout à fait. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, donc pour moi c'est un point fort, mais c'est vrai que ça peut être un point faible. Après, j'ai jamais joué avec des amis, donc je pense que c'est quand même beaucoup plus facile quand tu actives le chat vocal. Donc ça peut être quelque chose qui peut être assez pénible. Je pense qu'ils en ont conscience quand même. From Software, ils vont pas rajouter un chat en in-game, mais ils vont rajouter davantage de commandes gestuelles, des meilleurs systèmes de balises qui sont quasi inexistantes. Enfin, ils vont quand même améliorer la communication sans micro. C'est important. C'est important. Laissant sous à penser que quand même niveau communication ils auraient pu faire mieux, mais toujours je pense qu'ils assument en effet le choix que tu disais de pas rajouter de micro, en tout cas quand tu joues pas. En soi, mettre un indicateur sur la map ça se fait bien, ça c'est facile, t'appuies sur le stick droit et tu peux le balancer, donc en regardant la map c'est rapide. Là où c'est plus embêtant, c'est pour utiliser les emojis pour montrer des choses du doigt ou des choses comme ça. Sur un jeu aussi effréné, t'es obligé de passer par le menu de la map pour pouvoir le faire en fait. Ça c'est dommage parce que c'est quelque chose pour le coup qui est hyper problématique, parce que des fois tu veux montrer des choses ou tu veux dire viens par là ou juste faire c'est cool à ton pote, et t'es obligé de cliquer sur le pavé tactile et là tu dois activer tes emojis en fait. Et ça c'est dans un jeu comme un Souls où t'es toujours en danger, c'est pas spécialement intuitif. Et c'est pas propre à Night Rains, parce que c'est bien quelque chose qu'ils ont jamais su faire, je pense, From Software, c'est des bons menuing, c'est quelque chose d'ergonomique et tout. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était un gros point faible, et j'aime Dark Souls par-dessus tout, mais c'est des gros défauts des jeux From Software, c'est la partie menuing pour moi. C'est vrai, là pour le coup, le menuing est beaucoup plus simple, parce que forcément, c'est le jeu qui veut ça, mais c'est vrai que ça reste un bémol quand même qu'il faut signaler. Bien que ce soit un spin-off du coup de Elden Ring, le jeu conserve quand même plusieurs
plusieurs éléments de l'univers du jeu, donc on est toujours sur une esthétique dark fantasy avec des environnements très inspirés du jeu original. Le bestiaire qui reprend quand même certains ennemis emblématiques du jeu, donc la plupart des mobs, des squelettes, certains chevaliers, tu sais, les espèces de mains là, qui avancent, là, qui sont dégueulasses. Excellent, j'adore. Donc, tu vas retrouver vraiment tout le bestiaire des mobs classiques, tu vas même retrouver certains boss que tu vas avoir en boss secondaire aussi, que tu peux retrouver, tu vois, l'espèce de, tu sais, dans Elden Ring, t'as un espèce de gros cerf tout blanc, là, tu sais, un peu fantomatique, qui t'attaque à un moment, bah lui, tu peux le retrouver en boss secondaire, donc ce qui est plutôt cool. Certaines mécaniques de combat sont modifiées pour l'occasion, pour s'adapter à la coopération, mais on reste vraiment sur quelque chose de très similaire. Donc je vais quand même récapituler vite fait, c'est qu'on a de l'exploration, de l'optimisation de loot, de l'optimisation de temps, bien sûr. Il faut récupérer des objets, améliorer les équipements avant d'affronter donc les boss. Pas le temps de niaiser, pas le temps d'aller traîner dans les menus. Il faut aller vite et faire des essais, parce que ça aussi, d'une partie à l'autre, en fait, les mobs peuvent changer, même les mobs changent, et surtout, ils peuvent avoir des points faibles qui peuvent changer d'une partie à l'autre, en fait. Donc si t'as l'habitude de jouer, je sais pas moi, avec des éléments de foudre ou des choses comme ça, bah tu peux très bien te retrouver contre des mobs qui sont immunisés contre la foudre, et là tu vas davantage en chier. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi observer comment les mobs réagissent autour de toi. Les affrontements donc sont pensés pour des équipes de 3 avec des synergies entre les classes. Ils ont prévu d'ajouter une mise à jour pour faire des petits binômes, en fait, ce qui serait plutôt intéressant pour le coup, parce que pour l'instant, bah, on est obligé de jouer à 3. Donc moi, je l'ai pris sur PlayStation parce qu'il y a plus de gens sur PlayStation, donc forcément, je trouve des parties tout le temps. Mais je pense que sur Xbox, sachant que c'est en plus pas un jeu du Game Pass et que les gens sur Xbox ont tendance à moins acheter leurs jeux, donc c'est pas une insulte, c'est un fait pour le coup. Ils ont tendance à jouer davantage sur les jeux avec abonnement. C'est aussi pour ça que la Xbox existe. J'ai peur de trouver moins de joueurs par rapport à ça. Donc ça aussi, il faut le penser si vous avez les deux consoles en tout cas. Ouais, c'est vrai que c'est un bon point à souligner. Il y a un mode solo quand même, je crois. Tu peux jouer en solo. Alors, il y a un mode solo. Quand tu es sur la table ronde, là, tu peux choisir de jouer en solo, mais a priori, voilà, c'est infaisable et ils vont l'équilibrer. Après, c'est normal, c'est des jeux. Ils ont créé un jeu à service, From Software. Oui, c'est ça. Mais il y a tout un tas de patchs de rééquilibrage qui arrivent et ce mode solo en fait partie. Et il devrait y avoir, et c'est ça que j'attendais en fait. C'est pour ça, fin mot de l'histoire, pourquoi je l'ai pas pris maintenant, c'est qu'ils veulent rajouter a priori un solo narratif où t'auras moins cet esprit timer, moins cet esprit. Et j'ai hâte que ça arrive d'ailleurs. Voilà, moi c'est exactement ça parce que, comme je l'ai très bien dit et tu l'as très bien dit, toi c'est un aspect qui t'a beaucoup plu. Ce côté frénétique et tout, moi c'est vraiment pas ma cam, j'aime bien prendre mon temps, ouvrir la mini-pop toutes les 30 secondes, faire du munning rapide et tout, c'est moins ma cam, et j'espère que ce mode-là me permettra au moins de parcourir, tu vois, ce monde, le lore et tout, sans avoir à me stresser avec la partie multijoueur ou la partie frénétique, tu vois, qui moi me plaît un petit peu moins. Nous sommes sur un simili roguelike. Alors je dis simili parce qu'on est vraiment sur du roguelike, on va dire assez light. On va redémarrer à 0 entre chaque run, mais on conserve malgré tout donc certains items à la fin de chaque partie. Par contre, la map change pas fondamentalement. Les groupes d'ennemis vont changer, les types d'ennemis vont changer, les boss vont changer également, mais on va retrouver quand même une certaine, homogénéité dans le truc. Si tu prends le deuxième boss, l'espèce de gros glouton, tu vas rencontrer beaucoup plus d'un certain type d'ennemis que si tu prends un autre boss en fait. Donc on va avoir des ennemis majoritaires, mais on peut se retrouver avec des runs quand même totalement différentes. Et ce que tu dis sur la partie rogue, en fait, c'est plutôt à proprement parler un roguelike, où le roguelike, en fait, c'est une mort permanente quasiment avec une carte procédurale, donc c'est le cas. Et justement, ton personnage progresse pas ou très très peu entre les runs. Ça, c'est du roguelike. Le roguelite, à contrario, lui, tu vas beaucoup optimiser ton personnage entre les runs jusqu'à avoir un perso complètement pété qui va te faire rouler sur le jeu. Et là, on n'est pas... Comme Hades. Voilà, exactement. Comme Hades, comme The Binding of Isaac. Un jeu Tortue Ninja que je suis en train de faire, là, d'ailleurs, Tortue Ninja... mince, tu l'as pas dans le scope, ce jeu Tortue Ninja? Là, il y a un roguelite Tortue Ninja qui vient de sortir. Je l'ai vu, c'est juste les tortues. Je crois que j'avais pas accroché au style des tortues, en fait, mais il faut que je vérifie. Elles ressemblent beaucoup aux tortues du dessin animé de 2007, je crois. Possible. Je crois que je m'étais fait la remarque que c'était le même design. Et donc là, sur ce Elden Ring, on est vraiment sur du roguelike où il faut s'attendre en effet à
a peu d'optimisation entre les runs. On est vraiment à chaque fois dans le dur et il faut pas s'attendre à avoir un build qui va casser le jeu à la fin parce qu'on aura optimisé entre les... Ouais, exactement. Même si on va avoir des buffs qui vont vraiment nous aider, parce qu'on va avoir chaque rune qu'on va débloquer vont plusieurs avantages. Donc les runes les plus faibles, t'as un avantage, après t'as 2 avantages, et la 3e rune t'as 3 avantages. Et chaque classe de personnage en fait va avoir possibilité de mixer 3 runes à chaque fois. Donc les runes sont regroupées par des codes couleurs, et par exemple le rôdeur va pouvoir avoir 2 runes rouges, une rune bleue, tu vois. Et donc ça t'oblige à les positionner en fonction de tes personnages pour donner ces petites capacités en plus. Donc il peut y avoir des capacités passives et des capacités actives. Donc c'est surtout ça l'intérêt du jeu, mais oui, comme tu dis, on va pas se retrouver avec un perso complètement cheaté, ça c'est pas possible. Il y a plusieurs classes de personnages, donc on a le rôdeur, hein, donc c'est le chevalier de base qu'on va retrouver dans tous les Souls, hein, c'est un chevalier polyvalent. Ensuite on a le gardien, donc c'est un espèce de colosse ailé, il ressemble à un aigle avec des ailes un peu pétées. Lui il va être plus spécialisé dans la défense avec une lance. On a la duchesse, c'est un assassin assez agile et insaisissable avec peu de vie, mais par contre qui peut faire de dégâts assez redoutables, parce que alors tu la débloques un peu plus tard dans le jeu, celle-ci elle est pas d'origine, il faudrait trouver un item pour pouvoir la récupérer, mais elle est pas mal. On a le reclus, donc c'est la sorcière maître des arcanes, donc j'aime beaucoup aussi celui-ci. L'œil de fer, donc c'est un archer. On a j'ai joué lui moi. Le pillard, c'est un espèce de gros viking un peu brutal, et on a l'exécuteur, donc c'est un maître du contre et de la parade. C'est un perso que j'apprécie beaucoup parce que celui-ci utilise, tu sais, il se bat un peu comme un escrimeur en fait, et sympa. Tu peux faire des très très gros dégâts avec lui, donc il est plutôt sympa. Et t'en as un huitième personnage qu'on débloque aussi un peu plus tard, qui est le revenant, donc c'est un spécialiste du soutien et de la résurrection. Comme dans tous les Souls, les classes à distance sont un peu cheatées, que ce soit l'archer il est incroyable. Ouais, l'archer il est vraiment cheaté de ouf. J'ai fait une première partie avec parce qu'on a vraiment moyen de se mettre assez loin. Tu te mets en hauteur sur des rochers et tu peux canarder. À un moment t'as un espèce de buffle un peu relou. Tu te mets en hauteur, tu peux vraiment le canarder comme il faut. Si t'as les bonnes runes et les bons items, tu peux faire de sacrés dégâts. Et la sorcière aussi qui est quand même assez forte. Et au niveau des classes de corps à corps, moi j'aime beaucoup. Je te disais tout à l'heure, c'était l'exécuteur que je trouve vraiment excellent, et aussi quand tu le maîtrises bien, qui est un poil cheaté également. Chaque affrontement permet de collecter des runes, je le disais tout à l'heure, donc c'est essentiel vraiment pour améliorer les compétences du personnage. Ces runes, on a aussi la possibilité de les revendre, donc qui permet de débloquer d'autres des points, tu sais, les petites des runes que tu permets de dépenser dans le magasin du jeu, ce qui te permet d'acheter donc soit des nouvelles armes, soit éventuellement des cosmétiques que tu débloques un petit peu plus tard. Donc c'est plus des skins si tu veux les changer. En fait, tu vas devoir faire 2 runs entières en tuant le Night Lord, ce qui te permettra de débloquer, tu sais, le miroir comme dans Elden Ring. Oui. C'est grâce à ces runes là que tu vas pouvoir acheter d'autres cosmétiques. Je le disais tout à l'heure, à chaque nouveau run, les environnements changent de manière aléatoire, donc ça nous oblige quand même à nous adapter en permanence. Et la mort représente une sanction qui est quand même assez sévère dans le jeu, parce qu'à chaque fois que tu vas mourir, tu vas perdre un niveau en fait d'XP, et donc ton perso va forcément perdre en puissance, en agilité, en défense. Et comme le but c'est de maximiser ta run, de monter un maximum en XP pour affronter le Night Lord, si tu meurs 1 ou 2 fois, en plus de perdre les runes que t'as pas dépensées dans les sites de grâce, tu perds un niveau à chaque fois. Donc faut quand même être très très vigilant, parce que c'est pas de la mort définitive, mais ça reste quand même très pénalisant. Ouais, c'est bien, ils ont réussi à rendre la mort punitive comme dans les jeux classiques From Software, et ça, je trouve aussi que c'est un très bon point. Après, ce jeu est un jeu qui t'oblige donc à connaître ta map, connaître les mécaniques, c'est essentiel pour avancer, mais surtout c'est un jeu qui est, comme on le disait tout à l'heure, qui est très très frénétique, et je vois des fois après 45 minutes de partie, je me retrouve avec les doigts crispés, quoi. Tu sais, j'ai l'impression d'avoir tout donné, et je suis lessivé, et c'est pour ça que je ne peux pas enchaîner les parties non plus comme un fou. C'est-à-dire, je jouais 45 minutes, et puis après je vais aller, je sais pas, moi, regarder un podcast, écouter un podcast pendant un quart d'heure, 20 minutes, et puis je vais y retourner. Mais tu peux pas enchaîner les sessions comme ça, parce que ce jeu t'attaque physiquement, en fait. Physiquement, t'as les mains qui sont éclatées, sachant qu'en plus la DualSense, tu sais, avec ces sticks symétriques, t'as pas forcément la position adéquate pour tenir ta manette, et donc tu te retrouves, tu sais, avec les pouces, souvent, surtout quand t'as des grosses mains, les pouces qui se retrouvent un petit peu crispés. Donc ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte. Certains objets donc rares sont liés à la progression et au boss affronté, donc tu vas avoir, tu sais, des couleurs différentes en fonction de la rareté des objets. Le système d'amulettes, je l'ai déjà raconté tout à l'heure, mais à côté de ça aussi, tu vas avoir
des quêtes individuelles à faire avec tes personnages, ce qui va permettre de débloquer de nouvelles choses quand tu vas avancer. Donc ça, c'est des quêtes que tu vas pouvoir retrouver. Par exemple, tu vas commencer avec la duchesse, on va te dire qu'il faut que tu ailles affronter tel boss dans la map. Donc si tu veux, il faut que tu essayes de trouver ce boss-là, d'aller l'affronter, de le battre pour pouvoir récupérer du loot en plus. Donc ce qui est aussi intéressant parce qu'on a un peu une histoire dans ce jeu qui n'est pas censé avoir d'histoire. Tu sais, ça débloque des petites cinématiques entre les missions, donc ce qui est pas dégueulasse. Nous sommes sur un bestiaire quand même incroyablement varié, donc on a une grande diversité d'ennemis, de créatures, ce qui rend quand même chaque partie très différente. Cette richesse quand même oblige encore une fois à s'adapter, et donc le mot adapter, je le dis tout le temps, mais c'est quand même super important. Varier les armes et les compétences, donc ça c'est quelque chose qui est très très important. Et surtout, ça, c'est le côté procédural, en fait, si tu veux. Avec ce côté procédural, on va se retrouver avec plein de possibilités différentes, mais ce que je reproche un petit peu au jeu, c'est qu'on va se retrouver avec un design de map qui va être plus ou moins similaire tout le temps, en fait. Tu sais, ils peuvent pas faire des trucs de fifou, vu que c'est procédural, et donc on va se retrouver avec une map, certes, qui va changer d'un boss à l'autre, mais au final, qui va rester la même map. Et cette réutilisation aussi des assets de Elden Ring joue quand même en ce sens, et ça peut rendre certaines, au bout d'un certain temps, certaines parties répétitives. J'ai noté de grosses baisses de FPS, pas pendant les combats, heureusement, mais tu sais, quand tu cours dans des zones plus ouvertes avec une petite rivière à côté ou avec de la nature, quand c'est verdoyant, des choses comme ça, on a quelques chutes de framerate, donc ce qui est assez désagréable, et surtout c'est pas quelque chose que j'ai déjà vu chez un jeu From Software. Donc, est-ce que c'est leur moteur graphique qui tout saute? Est-ce que c'est lié au serveur? Je sais pas, mais en tout cas voilà, c'est quelque chose qui m'a un peu gêné. J'espère que ça sera patché rapidement en tout cas. Contrairement aussi à d'autres jeux multijoueurs, tu le disais tout à l'heure, il n'y a pas de fonction cross-platform. Pourquoi ? Je sais pas, c'est un non-sens. Ça donne en vraiment fait. le sentiment que le jeu est sorti trop vite quand même, parce qu'il y a l'équilibrage, il y a ce que tu viens de citer, de l'optimisation, il n'y a pas de cross-platform, et c'est vrai que c'est étonnant. Il est sorti trop vite pour moi, je pense. Ou t'es un bêta-testeur. Est-ce que c'est lié aussi le fait que les gens qui jouent sur PC, c'est pas tout à fait pareil que les gens qui jouent sur console? Je me suis dit c'est peut-être dû à ça. Ouais, mais là, Xbox et PlayStation dans ce cas-là. En fait, Xbox et PlayStation, tu joues à la manette, donc de base, je pense qu'il y a moyen de faire des choses. Bah oui, c'est pour ça que je te dis, tu pourrais être cross-platform du coup. Au moins, sur entre Xbox et PlayStation, consoles. ouais, donc je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait en tout. Est-ce que c'est un package global ou est-ce qu'ils peuvent le faire uniquement pour les consoles? Je sais pas. Et en plus, et je le disais tout à l'heure, l'impression de répétition peut s'accentuer au fur et à mesure du temps. J'espère que par la suite ils vont rajouter, donc c'est prévu en tout cas, rajouter des nouveaux boss, des nouvelles classes et pourquoi pas des nouveaux styles de map. Ça serait vraiment cool. Pour l'instant, on reste sur un jeu, bon, il est pas très cher, il est à 40€, mais on reste sur un jeu qui est quand même un peu chiche dans le genre, surtout si on se cherche des grosses expériences. Après, je pense aussi que ça fait partie du style, hein, tu sais, le style un peu Battle Royale, comme on disait tout à l'heure, le fait de connaître sa map, en fait, donc ce qui fait que ça reste... Tu sais, c'est un peu comme Helldivers, tu vois. C'est une fois que t'as fait les maps en boucle et tout, t'as tendance à les connaître par cœur, et on a plus cette sensation de répétitivité que sur le jeu de base. Encore une fois, je pense que ça, c'est lié au procédural. Je le disais tout à l'heure, le recyclage d'assets, il y en a énormément. Moi, ça me gêne pas, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais ça reste à souligner également. C'est aussi pour ça, je pense que le jeu est sorti aussi rapidement. Donc je parle depuis longtemps, je vais conclure, je vais pas faire de plus et de moins parce que j'ai déjà un peu tout raconté. Elden Ring Night Rain se distingue quand même comme une tentative assez audacieuse de repenser un univers et des mécaniques. En intégrant une dimension multijoueur et un gameplay roguelike, le jeu propose des affrontements quand même épiques en coopération, donc c'est fun, c'est intense, c'est frénétique. Mais il n'est pas exempt de défauts. Un équilibrage parfois bancal, notamment pour certaines classes. Les classes, je disais tout à l'heure, à distance sont quand même vraiment cheatées par rapport aux classes au corps à corps. Une réutilisation d'assets qui peut donner un sentiment de déjà-vu, ainsi que quelques baisses de FPS regrettables pour un titre From Software peuvent être quand même assez gênants. Mais nous sommes sur une excellente proposition pour les joueurs en cas de défi en équipe. C'est très différent de la concurrence par rapport au style de jeu proposé. C'est un gameplay pour moi qui est hyper addictif, qui pousse quand même à enchaîner les parties, toujours dans l'espoir d'améliorer son skill et surtout de faire la plus belle run possible. Donc je ne saurais que vous le recommander malgré tout si vous aimez les Souls-like, surtout pour le prix et si vous avez toujours eu envie d'arpenter ce genre de map avec des potes. Moi je suis un petit peu moins fan de la proposition, ça je l'ai dit, parce que pour moi on dénature vraiment l'esprit des From Software, et en fait j'avais l'espoir qu'avec The Dusk Blood, le jeu qui sort l'année prochaine, multijoueur justement, ils avaient leur jeu, ils avaient leur créneau pour ça.
Et c'est pour ça que justement dans cet univers un peu bariolé du jeu qu'ils proposeront l'année prochaine, je me suis dit c'est bien, ça colle bien du multijoueur. Là sur un Elden Ring, en fait avec un jeu comme ça, on m'enlève ce que j'aime d'Elden Ring, à savoir l'exploration, la découverte, la surprise. Il y a moins le temps pour ça. Mais par contre, tu l'as bien dit et c'est à saluer, ils ont fait quand même les choses bien. Toi, tu y as trouvé ton compte, au moins sur le gameplay, le côté frénétique et tout. Donc voilà, c'est évidemment un très bon titre et je pense qu'il a déjà un énorme succès. Je crois qu'ils ont fait 4,5 millions de ventes en à peine une semaine. Ouais, 3 jours, voilà. Donc je suis très content pour eux. C'est simplement pas le From Software que j'espère voir pour le futur, sachant que malheureusement ça fait longtemps qu'ils avaient envie de faire du multijoueur et le succès de Night Rains va pousser, je pense, à davantage de Fortniteisation de notre liste, de notre studio préféré. J'en ai peur. Bon, est-ce qu'il me reste un petit peu de temps pour ma chronique, Kira ? Alors écoute, on enregistre déjà depuis 1h02, donc oui, t'as un petit peu de temps. Je vais te laisser donc pour ta chronique post-traumatique. C'est quoi le nom de ma chronique ? Ah, ok. Pardon, ça s'appelle pas post-traumatique, c'est PTSD. C'est du post-traumatique, ouais, non, mais très bien, comme ça qu'on l'appelle. Ouais, c'est ça. Au moins tu m'as fait mon intro, bravo. Okay. Donc c'est PTSD exactement. Donc PTSD, ça veut dire quoi ? C'est exactement ça, ce qu'on appelle en français TSPT, donc le trouble de stress post-traumatique, qui touche surtout Kira surtout d'ailleurs, je sais pas, je suis pas médecin. Vétérans de guerre. Voilà, les gens qui ont fait la guerre, etc. Donc thème assez lourd pour cette bande dessinée. Ça va, ma chronique n'est pas très longue. Néanmoins, je parle de Guillaume Saint-Gelin. Donc j'en ai parlé il y a 2 semaines avec Shin Zero. Et donc là, c'est lui qui est l'auteur de cette bande dessinée. Donc en tant que dessinateur, scénariste. Donc il a fait PTSD, il a fait Frontières aussi, une BD sur la SF plus intimiste, un truc, une odyssée un peu de science-fiction qui est sortie récemment. Et surtout, pourquoi je m'intéresse autant à ce monsieur, au-delà de son talent qui est incroyable, c'est qu'il a aussi un rapport avec le jeu vidéo. Il a fait toute la partie Cara Design, la partie graphique, du jeu Citizen Sleeper. Donc si je te dis, tiens mince, le jeu que t'aimes bien, là, narratif, avec un mec bourré au début. Disco Elysium. Voilà, c'est bien un mec bourré au début, on est d'accord. Ah oui, non, c'est bien un vieux flic bourré. Tu peux même draguer la fille à l'extérieur avec un point, tu sais, t'as 0,5% de chance d'y arriver. C'est dégueulasse. J'ai essayé plein de fois, j'ai jamais réussi. Imagine Disco Elysium dans un monde, dans un truc un peu plus science-fiction, un peu plus un peu Ghost in the Shell, cyberpunk, un peu tout ça. Donc c'est Citizen Sleeper. Que des trucs que tu kiffes. Et c'est ce cher monsieur qui est aux commandes, donc Guillaume Saint-Gelin toujours, donc je m'intéresse beaucoup à ce qu'il fait. Et donc petite musique d'ailleurs, je sais même pas si t'avais fait la petite musique pour ton Elden Ring, je me souviens plus, mais petite musique pour ma BD, je vous reprends juste après. Et donc l'histoire, l'univers, on suit June, une ancienne tireuse d'élite. Donc voilà, PTSD, on parlait des anciens combattants. Sniper Wolf. Qui est une vétéran. Ou une vétérante. Vétérante, je sais pas trop, j'avoue, j'irai vérifier. Oui, une vétérante de guerre. Une vétérante de guerre, donc qui a connu la gloire, qui a été une très très bonne snipeuse. Sauf que la guerre est finie, elle est jeune, c'est une vétérante mais qui est jeune et elle erre finalement sans but dans une ville fictive. Et il faut imaginer une ville un peu comme Rambo. Alors ils se ressemblent pas tellement, je t'avoue. Dans le premier Rambo, il erre tout seul. Et là, elle erre tout seul dans une ville qui ressemble à Tokyo, un mix entre Tokyo et Gotham. Mais Tokam. Sur des tons pas mal Tokam, sur des tons un peu pastel et tout, où t'as des villes qui sont très très denses et très urbaines à la fois, ce qui donne un côté un peu étriqué à la ville, enfin qui te serre un peu quand tu la vois. Ouais, c'est oppressant. Ouais, c'est oppressant. Et ces ruelles, c'est vraiment le cadre de vie des anciens combattants au sens large. C'est une ville fictive, c'est un monde fictif. Et dans ce monde-là, les anciens combattants, malheureusement, ils sont pas comme nous salués avec des cérémonies. Comme dans Rambo. Ils sont des laissés pour compte, vraiment les enfants de la nation abandonnés. Et
Et en plus, malheureusement pour eux, ils s'automédiquent, ils s'automédicamentent, d'ailleurs, je sais pas, autre mot que je sais pas comment on dit, parce qu'ils ont ce trouble post-traumatique, et finalement, ils sont addicts à des substances médicamenteuses. Pas spécialement saines. Pas spécialement saines, en effet, mais ça fait partie un petit peu de cet engrenage, tu vois, pour endormir cette population qui revient de la guerre, pour en faire des personnes dociles. Et donc ils ont ce trouble post-traumatique, et en plus cette addiction à ce médicament qui leur permet de sortir tous ces esprits négatifs de la guerre qu'ils ont, leur traumatisme, et en plus d'oublier leur condition qui aujourd'hui est complètement misérable. Donc c'est vraiment, tu suis lourd, des personnes, ouais c'est lourd, qui sont intérieurement déchirées et vraiment brisées. Et donc évidemment, ça renvoie au titre de la BD, hein, le trouble post-traumatique, qui raconte vraiment la chute de personnes, mais la chute de leur esprit. Et aussi de la reconstruction, heureusement, parce que sinon en vous disant que ça, c'est vrai que ça fait très lourd, mais c'est quand même c'est des thèmes forts, mais dans lesquels il y a de la lumière, il y a de l'espoir, et on va suivre June dans sa reconstruction, mais qui sera pas une reconstruction, si tu veux, joyeuse, saine. Elle va quand même passer par des moments très difficiles, elle va revivre la guerre, elle va recréer même peut-être la guerre pour revivre, avoir ce sentiment de revivre, parce que dans ce marasme de cette ville où ils sont drogués par ce médicament, ils ont perdu leur vie, et c'est de ça que ça parle aussi de l'invisibilité sociale. Et ça, je trouve qu'Irak, c'est un thème, au-delà de la guerre, c'est un thème qui est très présent dans notre société, qui est de plus en plus individualiste, où on ne voit plus les autres, où on est invisible aux yeux des autres. Et cette série, au travers du trouble post-traumatique, traite extrêmement bien cette question de l'invisibilité sociale, et ça je trouve que c'est hyper intéressant. La solitude, la résilience, tous ces moments-là qui sont qui sont forts, quoi. Enfin, c'est des thèmes qui sont et contemporains et forts et portés par justement les dégâts que la guerre peut causer. Donc aussi un fond de la guerre qui brise les gens, et oui, il y a un message derrière, quoi. Ouais, il y a un vrai message, mais jamais dans la morale, tu vois. C'est vraiment, en plus, comme dans un univers fictif. Et ce qui est assez étonnant dans le style de Singelin, l'auteur, c'est que les personnages ont 4 doigts. Comme les Simpsons. Non, ils en ont 3, les Simpsons, ils en ont 4. Ils ont 4 doigts, les Simpsons. Voilà, pareil. Et en fait, au début, ça m'a vraiment fait bizarre, mais je me suis dit que ça contribuait étonnamment à rendre fictif ce que l'on dit, et alléger quand même un peu le propos, et ne pas avoir un ton moralisateur derrière ce que l'on, de ce que l'on lit, de ce que l'on vit. On le rapproche évidemment à notre quotidien dans certaines thématiques, mais sans pour autant avoir un discours, une œuvre trop réelle qui te casse, qui te fait trop mal. Ça te fait réfléchir sans non plus partir dans le trop, pas dans le pathos, mais dans le trop, voilà. Too much, quoi. Ouais, exactement, c'est ça. T'es jamais dans le too much. Ça donne rien que ce petit aspect graphique donne une certaine distance, un peu poétique, à la violence qu'on a sous nos yeux. Et je trouve ça vachement bien fait. Je trouve ça assez brillant. Alors je sais pas si c'est voulu ou il a toujours dessiné que 4 doigts à ses personnages. Un jour je lui demanderai si j'ai la chance de lui parler. Mais en tout cas c'est très intéressant. Et donc June, notre héroïne, souffre physiquement de l'addiction, les douleurs chroniques, souffre psychologiquement, les flashbacks, de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle comprend avoir fait aussi avec le temps. Tu te dis, mince, j'ai quand même tué tous ces gens-là. Enfin, tu vois, quand t'es plus dans le feu de l'action, t'as le temps de la rétrospection. Exactement. L'introspection. Introspection, merci. Et ça, c'est dur. Donc, on suit tout ce cheminement. Il y a peu de texte, il y a des cadrages extrêmement bien faits. On voit les regards, les corps un peu voûtés, burinés par la vie, comme tu aimes dire. Mais surtout, et je vais finir ma chronique là-dessus sur une note très positive, c'est qu'il y a des rencontres dans cette BD absolument incroyables, belles, magnifiques, où c'est d'abord une restauratrice qui fait à manger, donc c'est son travail. C'est son taf. Et qui donne à manger un jour à June. Et June comprend pas cet acte de bienveillance au début, elle le rejette, et petit à petit, il va nouer une amitié. Il y a aussi un ancien camarade de guerre qui va
qui va tendre la main à June, qu'elle va d'abord rejeter, puis accepter. Enfin, tu vois, c'est tout ce cheminement qui est hyper intéressant et qui est plein d'espoir, plein d'humanité. Et aussi, il y a un thème qui, je pense, te sera fort, Kira, c'est la reconstruction par les animaux. Donc la zoothérapie, c'est scientifiquement prouvé que... Oui, je connais une personne qui fait ça comme métier. Quand on est dans le dur, les animaux apportent beaucoup, et cette BD parle de ça aussi. Donc c'est finalement très dur, c'est finalement très fort, mais c'est aussi, tu vois, plein d'espoir, plein d'amour, plein de beauté de ce que c'est faire l'humain. Et ouais, en fait, c'est ça, c'est très humain comme œuvre. C'est une œuvre qui est très, très, très humaine, et dans toute sa fragilité de ce qu'elle a à proposer, malheureusement, et aussi dans toute sa bienveillance aussi et bienséance. Le genre de récits comme ça, j'appelle ça des récits de rencontres, où tu vas rencontrer des gens, en fait, qui ont chacun des vécus, des passés. Quand c'est bien écrit, en fait, c'est ce qui fait que tu t'attaches autant à ce genre d'œuvre, en fait. Et moi, je sais que je suis particulièrement sensible à ce genre de c'est ça. Donc, en conclusion, j'avais pas prévu forcément de conclusion, et puis comme on est pris par le temps, franchement, Guillaume Singelin, il a un univers, il a des choses à raconter. La seule conclusion que je vais dire, c'est la dernière phrase du making-of qui se trouve à la fin de la BD, parce qu'il fait un petit making-of, ce qui est vraiment très cool, et il dit, je cite, ouvrez les guillemets, et ce sera ma conclusion, c'est une histoire simple, mais il me semblait important de la raconter. Et cette BD, c'est une histoire simple, mais qu'il est vraiment important de raconter parce que elle a des choses à dire, elle le dit bien, et vraiment, c'est un coup de cœur. J'aime beaucoup cette bande dessinée. Donc, PTSD, label 619, vous pouvez la trouver partout, c'est vraiment très chouette. Très bien, bon, en tout cas, ça fait envie, et oui, si tu arrives à choper une petite interview de l'auteur, pourquoi pas. Ça peut être sympa, oui, qu'on pourrait peut-être publier sur le site ou quoi. À voir. On va contacter l'éditeur, on sait jamais. T'as dit que t'avais quelques big up avant qu'on termine ? Alors, je vais faire les big up en mode rapide. Donc, big up à Yomo du Discord de Xenoblade, il saura se reconnaître. Sacha sur Instagram, big up, merci pour tes messages. Nicolas, qui dit que nos podcasts rappellent Sœur d'édition, donc de loin, parce que ce sont les patrons, mais c'est gentil. Il y a Will qui nous a fait un gentil message. Nous sommes son rituel. Sebi-Wan Kenobi qui me remercie pour la série Netflix. Il a Devil May Cry. Il a adoré l'épisode 6 qui est une pépite. Donc voilà, il était très content. Et Lucas qui te remercie parce que grâce à toi, il a envie d'acheter The Precinct. Ah, plutôt cool. J'espère que ça va lui plaire. En tout cas, merci à tous pour vos big up. En tout cas, c'est adorable. Ça fait toujours plaisir. Un peu de teasing quand même pour la semaine prochaine, et je laisse le mot de la fin. Et mon teasing, je l'ai fait en début, je le refais à la fin. On va parler de la Switch 2, donc je pense que c'est une émission qui va beaucoup vous intéresser. Je donnerai mes premières impressions et je parlerai en même temps du fascicule payant à 9,99€ qui est Nintendo Switch 2 Welcome Tour, que j'ai presque fini, et il y a des choses à dire. Et toi? Moi, semaine prochaine, je pense parler d'une série télé Star Wars que j'ai regardée il y a pas longtemps, parce que je me suis fait un petit cycle Star Wars, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Je vais parler d'une bonne série Star Wars. C'est vrai que je me suis refait les films Star Wars et j'ai fait quelques séries, et du coup, ça sera l'occasion d'en reparler. Ok. Et oui, c'est moi le mot de la fin, tout à fait. Écoutez, salut, bonne soirée. Non, évidemment, jouez bien, lisez bien, écoutez-nous bien sur ce long épisode. Lisez PTSD, achetez-le, offrez-le, jouez à Elden Ring Night Trends. Vous avez eu 2 points de vue, mais globalement, on soutient évidemment cette initiative. Regardez le State of Play si vous l'avez pas fait. En même temps que vous avez nos commentaires, ça peut être hyper intéressant. N'hésitez pas à nous dire vos retours. Est-ce que vous avez aimé Pragmata ou pas, par exemple? Exactement, très bonne remarque. Et surtout, prenez soin de vous. À très vite, à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.